Ratatouille. Rémi, ça c'est moi. Les goûts et les odeurs n'ont aucun secret pour moi. Les trouillons de pommes et toutes ces horreurs que je suis censé manger parce que je suis un rat, berk, non merci. Mon plus grand rêve, devenir un vrai chef cuisinier. En attendant, laissez-moi vous présenter ceux qui vont apporter du piquant à cette histoire. Linguini, lui, c'est le premier humain que j'ai rencontré. Il n'a pas essayé de me transformer en ratatouille. Tous les deux, on se complète. Il est absolument nul en cuisine, mais il a un cœur d'or. On forme le duo parfait. Il est peut-être juste un peu trop gentil, surtout avec Colette. Anton Ego. C'est le plus puissant des critiques gastronomiques. Et critique, ça, il sait faire. C'est lui qui a rédigé retiré son étoile à Gusto. Rien ne se passe dans les cuisines parisiennes sans qu'il soit au courant. C'est celui qu'il faut à tout prix épater pour pouvoir exister, pourvu qu'on y arrive. Gusto. Ah, Gusto, Auguste Gusto. Le plus grand chef cuisinier de tous les temps. C'est mon idole. C'est grâce à lui que j'ai découvert ma vocation. Son livre, Tout le monde peut cuisiner, est mon guide, et ses conseils valent de l'or. Il joue un rôle tellement important dans ma vie que j'ai l'impression qu'il est toujours à mes côtés. Chapitre 1. L'histoire commence dans une petite maison perdue au cœur de la campagne française. C'est là que vit Rémi, un rat qui possède aussi un talent exceptionnel, un palais d'une finesse incroyable et un odorat merveilleusement développé. Faites-lui renifler un gâteau et il vous dira exactement quel ingrédient entre dans sa composition, y compris les 3 gouttes de citron dont on l'a parfumé. C'est pour ça que Rémi est devenu le renifleur de poubelle du groupe, vérifiant que les déchets ne contiennent pas de poison. Mais il n'est pas satisfait de son sort. C'est d'ailleurs un sujet constant de dispute avec son père, Django, qui est aussi le chef du clan. Rémi refuse de manger des restes et des déchets comme tous les rats. Si, comme le dit le proverbe, on est ce que l'on mange, alors moi je ne veux manger que des bonnes choses, papa, lui répète souvent Rémi. La nourriture, c'est comme l'essence que l'on met dans les moteurs, rétorque Django. Si tu fais trop la fine bouche, ton moteur ne marchera plus. Maintenant, tais-toi et avale tes ordures. Mais, puisqu'on est des voleurs, pourquoi ne pas voler de bons plats directement dans la cuisine? Hein? Nous ne sommes pas des voleurs. 2. Reste à l'écart des humains. Ils sont dangereux. C'est sans fin. Un jour, Rémi découvre un champignon appétissant et décide de le cuisiner. Il demande de l'aide à son frère Émile. Son idée est d'ajouter au champignon un bout de fromage de chèvre, quelques herbes, et de le faire cuire. Quelques minutes plus tard, les rats se dirigent vers la cheminée. Sur le toit de la maison, le fromage et le champignon sont placés sur un bout du métal tordu, que Rémi maintient au-dessus de l'ouverture fumante. Mais l'orage éclate, et un éclair propulse les 2 rats dans le jardin. Rémi et son frère se relèvent, le poil roussi par le choc. Un peu secoué, ils découvrent le résultat de l'expérience. Une sorte de soufflet. Rémi ne peut s'empêcher d'y goûter. Waouh! S'exclame-t-il ravi. Goûte-moi ça. Tu vas voir, c'est comment dire. C'est absolument parfaitement. Électrisant? Propose timidement Émile. Oui, électrisant, c'est ça. Mais ça manque d'un peu de safran. Du safran, c'est très bien. Le problème, c'est que, pour en trouver, il faut retourner dans la cuisine de la maison
Et ça ne plaît pas trop à Émile. Ne t'inquiète pas, chuchote Rémi. Elle s'endort toujours devant l'émission de Gusto. Qui c'est, Gusto? Demande Émile. C'est le meilleur cuisinier du monde. Tiens, tu vois sur l'étagère, c'est son livre. Son livre? Tu l'as lu? Tu sais lire? Ça reste entre nous, d'accord? Émile esquisse. Mais il se sent de plus en plus mal à l'aise. En fait, avec toutes ces histoires de cuisine, de livres et de champignons au safran, il a l'impression de comploter dans le dos de son père. Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Je demande alors Diego. Alors que le rat, comme chaque soir, se réunissent en grenier pour y déposer les déchets qu'ils ont trouvés dans la journée. Il est loin de se douter que ses deux fils sont en train de regarder l'émission de Gusto. Vous devez être imaginatif, affirme l'idole de Rémi. Et vous ne devez laisser personne vous empêcher d'avancer sous prétexte que vous n'êtes pas connu. Si tout le monde est capable de faire de la bonne cuisine, seuls les plus courageux peuvent devenir de très grands chefs. Tout à coup, un journaliste intervient à l'écran et annonce qu'à la suite d'un article désastreux d'Anton Ego, le meilleur critique culinaire de France, le restaurant de Gusto a perdu sa 3e étoile et que le grand chef en est mort peu après, le cœur brisé. Gusto? Mort? S'écrie Rémi effondré. Mais Rémi n'a pas le temps d'être triste, car les deux rats sont surpris par la vieille dame. Affolé, Émile fonce se réfugier sur le lustre. Chapitre 2. Mais il se retrouve coincé. Rémi bondit sur les tuyaux. Balance-toi, Émile. Quand tu arriveras près de moi, je pourrai t'attraper. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais c'est Émile qui entraîne Rémi sur le lustre. Soudain, un craque effrayant retentit et le plafond s'effondre au beau milieu de la cuisine, entraînant avec lui la colonie de rats qui dînaient tranquillement au grenier. Ah! Hurle la vieille dame en galopant vers son salon. Évacuation immédiate. Au canot de sauvetage. Les femmes, les enfants d'abord, ordonne Diego. Le clan fonce vers le jardin, tandis que Rémi attrape au passage le livre de Gusto et saute par la fenêtre. Il était temps. Déjà, la vieille dame, un masque à gaz sur le nez, revient à la charge, pour inonder la cuisine de morts aux rats. Arrivés au bord de la rivière, qui longe la propriété, les rats se ruent sur les embarcations prévues pour leur fuite. Boîtes de conserve vides, parapluies retournés, casiers ou casseroles rouillées. Attendez-moi! Paille Rémi, encombré par le livre. Malheureusement, sa tribu, emportée par le courant, est déjà hors d'atteinte. Rémi jette le livre à la rivière, grimpe dessus, puis se met à bégayer de toutes ses forces. Ralentissez! Crie Rémi, hors d'haleine. On est là! Rame! Répond la voix lointaine de Django. Rémi entre dans un tunnel silencieux. Pas de trace de son clan. Affolé, le jeune rat appelle et tend l'oreille. Un grondement sourd semble se rapprocher. Une chute! Comprend Rémi en tentant de faire demi-tour. Peine perdue. Très vite, il bascule, aspiré par une énorme masse d'eau tourbillonnante. Quand il émerge enfin, c'est pour découvrir qu'il a été projeté dans une large canalisation d'égout. Épuisé, il hisse son précieux livre sur la rive, s'allonge et, trempé jusqu'aux os, s'endort aussitôt. Chapitre 3. Le soleil réveille Rémi, espérant toujours voir surgir d'un tuyau son père et son frère. Il se met à tourner les pages humides de son livre, une manière comme une autre d'oublier et gargouiller de son estomac vide. Si tu as faim, lève-toi, va jeter un coup d'œil aux alentours, dit soudain une voix qui semble venir de la photo de Gusto.
Mais je ne peux pas. Vous vous rendez compte? J'ai perdu ma famille et mes amis, rétorque le rat. Peut-être pour toujours. Qu'est-ce que tu en sais? Dit la voix. Rémi réalise tout à coup qu'il est en train de discuter avec l'image de Gusto et que celle-ci bouge en s'adressant à lui. Je suis fou, s'exclame-t-il. Pourquoi est-ce que je vous parle? Eh bien, parce que tu te sens seul. Vous êtes mort. Écoute-moi. Si tu regardes toujours en arrière, tu n'arriveras à rien. Lève-toi et va faire un tour. La photo est redevenue immobile. Persuadé d'avoir rêvé, Rémi se décide à partir. Il progresse le long des tuyaux, puis dans les murs, les immeubles. Enfin, il tombe sur une cuisine et surtout sur une magnifique miche de pain. Affamé, il se glisse pour en prendre un petit morceau. Mais l'image de Gusto apparaît à ses côtés et s'écrie: Rémi, tu es un cuisinier, pas un voleur. Si tu aimes la nourriture viendra à toi. Puis il disparaît. En soupirant, Rémi abandonne le morceau de pain. Il grimpe jusqu'au toit de l'immeuble, et là il se fige en découvrant la ville, qui s'étend à ses pieds. Paris. Je suis à Paris, s'écrie-t-il. La plus belle ville du monde. Précise Gusto, à nouveau à ses côtés. Un panneau lumineux attire l'attention du jeune rat. Gusto, c'est votre restaurant? Allons-y, je veux voir ça. C'est dans la cuisine du grand restaurant Les Heures de Fuse. Cuisinier et serveur se croisent dans un balai rapide et précis. Au cœur de cette agitation, un jeune homme se tient immobile, un peu gêné. Le chef Singer entre soudain. Aussitôt, la rousse, l'un des chefs l'appelle. Bonsoir, patron. Regardez qui est là. C'est Linguini, le fils de Renata, l'amour de jeunesse de Gusto. Ah oui, bien sûr. Comment va votre mère? Elle est morte, monsieur. Ah, désolé. Elle m'a donné ceci pour vous. Sinner saisit l'enveloppe. Il se doute que Linguini est là pour obtenir du travail. Ça l'agace un peu. Mais quand il apprit que le garçon a été engagé pour s'occuper des poubelles, il se radoucit. Peu importe, après tout. Chapitre 4. Perché sur une poubelle, une fenêtre, qui surplombe la cuisine, Rémi ne perd pas une miette du spectacle. Toi qui as lu mon livre, lui dit l'image de Gusto, tu dois savoir qui est le patron dans cette cuisine. Lui, répond aussitôt le rat en montrant Singer. Bravo. Et qui est son second? Celui qui est responsable de la cuisine quand le chef est absent. Le voilà. Et là, c'est le saucier. Eux, ce sont les marmitons et les commis. Tu es un rat très intelligent, approuve Gusto. Et lui, qui est-ce? Rémi regarde Linguini, qui a enfilé une blouse et qui nettoie maintenant le sol. Lui, ce n'est personne. Il est chargé du ménage, c'est tout. Tout le monde compte dans une cuisine. Et tu crois qu'il est capable de cuisiner? Interroge Gusto. Rémi observe le jeune homme. Durant quelques secondes. Non, soupire Rémi. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne crois pas que tout le monde peut cuisiner? Si, mais je crois que certains ne devraient pas. Juste à ce moment-là, Linguini renverse une partie de la soupe qui chauffait à côté de lui. Affolé, il ajoute de l'eau dans la casserole fumante et y jette un vrac les premiers légumes qu'il trouve. Rémi s'écrie horrifié. Mon Dieu! Cette soupe va être immangeable. Il faut faire quelque chose. Brusquement, la fenêtre s'ouvre et le petit rat tombe droit dans un évier rempli d'eau sale. Durant de longues minutes, il vit un véritable enfer. Il doit éviter les pieds, les assiettes et surtout ne pas se faire voir. Enfin, il aperçoit une fenêtre ouverte. Il se précipite. Mais en passant devant la soupe, Rémi hésite.
Rien qu'à l'odeur, il peut dire que la soupe est gâchée. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Lui dit l'image de Gusto qui surgit à cet instant. Et ta chance? Vas-y. Sans hésiter plus longtemps, Rémi va se nettoyer les pattes et commence à cuisiner. Il ajoute de l'eau, choisit soigneusement les ingrédients, puis goûte la soupe une dernière fois. Parfaite. Mais lorsqu'il relève enfin le museau, c'est pour se rendre compte que Linguini, revenu sur ses pas, le fixe avec horreur. Où est ma soupe? Hurle soudain Sidney en fonçant vers le comptoir. Pas le temps de réfléchir. Rémi se rue vers la fenêtre, mais Linguini, plus rapide, abat sur lui une passoire. Qu'est-ce que vous faites? S'écrie Sidney. Vous osez cuisiner dans mon restaurant? Derrière le chef exaspéré, Mustapha, un serveur, verse la soupe dans une soupière, pour l'emmener dans la salle. Non, tente Linguini affolé. Sidney comprend que quelque chose ne va pas. Se retourne, court vers les portes, battantes, mais il est trop tard. Mustapha est en train de servir la soupe à une cliente. Il ne reste plus qu'à regarder la suite pour le hublot. Ça ne tarde pas. Dès que la femme a goûté le plat, elle fait appeler le maître d'hôtel. Linguini, vous êtes viré, s'exclame Sidney. Mustapha jaillit dans la cuisine au même instant. Cette dame demande à voir le chef, annonce-t-il. Sidney sort en traînant les pieds. Les autres cuisiniers se regroupent intrigués. Colette, qui fait partie de l'équipe de cuisiniers, se risque à goûter la soupe. Elle en reste muette. Quand Sidney revient, elle lui demande. Alors, qu'a dit la cliente? Ce n'est pas une simple cliente, c'est Solène Leclerc, la critique. Elle a adoré la soupe, précise Mustapha. Toujours sous la passoire, Rémi dresse l'oreille. Ravi, surpris, Sidney goûte à son tour la fameuse soupe. Effectivement, c'est délicieux. Doucement, Colette intervient. Ne le renvoyez pas, monsieur. Il a réussi? Non. Souvenez-vous de la devise de Gusto. Tout le monde peut cuisiner. Ça prouve qu'il avait raison. Sidney a un sourire mauvais. Très bien. Vous vous en occuperez, Colette, puisque c'est votre idée. Au travail tout le monde. Chapitre 5. Pendant cette discussion, Rémi a réussi à se faufiler hors de la passoire. Soudain, alors qu'il est sur le point de sauter par la fenêtre, Sidney l'aperçoit et se met à hurler. Vite, Linguini l'attrape et l'enferme dans un bocal en verre. Emportez-le loin d'ici et tuez-le. Si on apprenait qu'un rat est entré dans ma cuisine, le restaurant serait fermé. Allez, dépêchez-vous, ordonne Singer soulagé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois dans la ruelle, le jeune homme bondit sur sa bicyclette. Il se met à pédaler furieusement vers la Seine. Arrivé sur le quai, il se prépare à jeter le bocal dans le fleuve. Pétrifié, Rémi ferme les yeux. Cherchez juste un boulot tranquille et tu as tout fichu par terre, lui explique Linguini. Ils veulent que je refasse cette soupe maintenant. Qu'est-ce que tu y as ajouté? De l'origan? Du romarin? Non, répond Rémi en secouant la tête. Le jeune homme ouvre de grands yeux. Tu comprends ce que je dis? Oui, fait Rémi en balançant son petit museau de haut en bas. Alors, je ne suis pas fou. Formidable. Moi, je ne sais pas cuisiner, mais toi tu sais. Tu pourrais refaire cette soupe, n'est-ce pas? Bon, je vais te libérer, mais jure-moi que tu resteras avec moi. Tu veux bien? Rémi remue la tête aussi fort qu'il peut. Toujours aussi maladroit, Linguini fait tomber le bocal dans l'eau. Il doit plonger pour le récupérer. Dès que sa prison s'ouvre, Rémi s'empresse de filer le plus vite possible. Mais en voyant l'air triste de Linguini, il s'arrête, mais fait demi-tour.
Ravi, le garçon ramène le jeune rat dans son appartement. Le lendemain matin, après un délicieux petit déjeuner préparé par Rémi, Linguini entre dans le restaurant après avoir glissé Rémi sous ses vêtements. Il ne sait pas encore que la critique a écrit un article très positif sur sa soupe. Dès son arrivée, tous les visages sont tournant vers lui. Très intimidé, il se faufile maladroitement vers son poste et saisit sa toque. Bienvenue en enfer, lui lance Cinder. Maintenant, refaites-moi cette soupe, même si ça vous prend une semaine. Les minutes qui suivent sont un cauchemar. Bien sûr, Linguini tente de rassembler de mémoire les légumes, les herbes et les épices. Mais sa maladresse et son manque d'inspiration obligent Rémi à des interventions régulières. Pour guider Linguini, le rat n'a d'autre solution que de courir le long de son corps et de le mordiller dès qu'il fait une erreur. C'est-à-dire souvent. Trop souvent d'ailleurs, pour Linguini, qui finit par aller se réfugier dans la réserve. Ça ne va pas du tout, petit chef. J'ai mis Linguini une fois la porte refermée. On doit trouver un autre système. L'entrée brutale de Cinder dans la réserve oblige Linguini à atteindre la lumière. Vite, il cache Rémi sous sa toque, puis rallume. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Aboie le chef, tout en se demandant si c'est bien un rat qu'il a vu 2 secondes auparavant. J'essaie de me familiariser avec les légumes, répond Linguini tout rouge. On ne doit jamais être trop familier avec les légumes. Dehors. Et voilà Linguini se retourne dans la cuisine. Avec Rémi sous sa toque, les choses n'ont pas l'air de s'arranger. Soudain, en voulant lui éviter un accident, Rémi découvre une solution. En tirant sur les cheveux du jeune homme, Rémi peut contrôler ses gestes comme si c'était une marionnette. De retour à l'appartement de Linguini, les deux complices s'entraînent dur et, au bout de quelques heures, leur collaboration est parfaite. Dès le lendemain, c'est la mise en pratique. Guidé par Rémi, Linguini parvient sans trop de difficulté à refaire la soupe. Singer ne tarde d'ailleurs pas à venir la goûter. Félicitations, lâche-t-il agacé. Mais si vous voulez survivre ici, vous allez devoir en apprendre plus. Colette va s'en occuper. Puis Singer tourne les talons et s'enferme dans son bureau. Là, il tombe sur la lettre apportée par Linguini. Dès qu'il a fini de la lire, il bondit sur son téléphone. 1 heure plus tard, son avocat entre dans le bureau. Il parcourt la lettre à son tour. Alors, demande Singer. Eh bien, le testament stipulait que, si aucun héritier de Gusto ne se présentait avant 2 années, le restaurant vous appartiendrait. En revanche, si ce garçon est bien son fils, vous n'avez plus aucun droit. Maître Labasse attrape la toque de regretté Gusto. Il pêche un cheveu avec une pince à épiler, sortit de sa poche, et le range dans une enveloppe. D'après ce que j'ai lu, lance-t-il calmement, Linguini n'est courant de rien. Sa mère n'en a pas parlé à Gusto. Vous êtes donc le seul à savoir la vérité. Surveillez-le. De mon côté, j'enquêterai. Chapitre 6. Patiemment, mais avec autorité, Colette apprend à Linguini les bases du métier de cuisinier. D'abord, être organisé, méthodique, et ne pas prétendre perdre de temps. Ensuite, mesurer ses gestes pour éviter de se couper ou de se brûler. Enfin, savoir suivre les recettes de Gusto à la lettre. Appliqué comme un écolier, Linguini note tout sur son petit carnet. Tu sais comment reconnaître du bon pain? Lui demande un jour la jeune femme. Tu ne dois pas juger au goût ou à l'odeur, mais au bruit. Un bon pain craque comme une symphonie. Écoute. Petit à petit, il commence à s'apprécier.
Constatant les efforts de l'apprenti, Colette se radoucit. Le chef Skinner, lui, soupçonne Linguini de comploter contre lui, car sa soupe remporte un succès croissant, à tel point qu'un soir, deux habitués demandent un nouveau plat du jeune chef. Très bien, soupire Cinder. Dis-leur que le chef Linguini va leur préparer quelque chose de spécial. Avec un sourire cruel, il se tourne vers Linguini Colette. Essayez cette recette. Oublie le riz de veau et à la Gusto. Avant qu'il ne s'éloigne vers son bureau, la rousse se penche vers lui. Mais cette recette est un désastre. Même Gusto l'avait abandonnée. Justement, c'est parfait pour un débutant. Colette et Linguini ne se doutent pas du piège et se lancent dans la recette. Rémi, lui, a déjà son idée et pilote Linguini pour qu'il choisisse le bon ingrédient. La surprise de Colette est totale lorsqu'elle voit le jeune homme ajouter au plat une sauce qu'il a inventée, juste au moment où le serveur l'emporte. « Ils adorent !» annonce Mustapha avec un grand sourire en revenant de la salle. « Et les autres clients en veulent aussi. Nous avons déjà 7 commandes. » Très vite, toute la salle veut goûter à la commande spéciale. À la fin du service, les autres cuisiniers félicitent Linguini autour d'un verre de vin. Seule Colette, un peu vexée, reste à l'écart. Skinner, lui, étouffe de jalousie. Comment ce gamin a-t-il pu devenir cuisinier en si peu de temps? Soudain, Linguini passe devant une lampe et Skinner voit une ombre suspecte se dessiner sous sa toque. L'ombre d'un rat. Lentement, les yeux de Skinner s'écarquillent. « Nous avons à parler, » lance-t-il à Linguini. « Venez dans mon bureau. »« Je suis viré ?» s'inquiète Linguini. « Non, pas du tout. Nous allons bavarder autour d'un verre de vin. C'est tout. » Intimidé, Linguini s'installe face à Skinner, qui sort de sa réserve personnelle une bouteille d'un grand vin. Pendant ce temps, Rémi, épuisé mais heureux, savoure un repas bien mérité sous les étoiles. Un léger bruit le fait sursauter. Quelqu'un fouille les poubelles. Quelqu'un dont il reconnaît la silhouette rebondit. « Émile » s'exclame Rémi aux anges. « Rémi, je ne peux pas le croire. Tu es vivant. On croyait que tu t'étais noyé. J'avais si peur de ne jamais vous revoir. Quelle chance. Mais qu'est-ce que tu manges ?»« Ça, je ne sais pas, » répond Émile en montrant un déchet pas très appétissant. « Émile, tu es à Paris maintenant. C'est ma ville. Mon frère ne mangera pas l'ordure dans ma ville. Attends-moi. » Aussitôt, Rémi se retourne dans la réserve du restaurant. Mais l'image de Gusto apparaît à ses côtés. « Si on te prend à voler, ton ami sera en danger, » prévient-il. Rémi écoute le rire de Linguini qui jaillit cet instant du bureau de Skinner. « C'est juste pour mon frère. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » Dans son bureau, Skinner essaie de faire parler Linguini grâce aux nombreux verres de vin qu'il lui sert. Mais le jeune homme ne se trahit pas, même s'il a de plus en plus de mal à faire des phrases complètes. « Malheureusement, nous sommes à court de vin, » soupire finalement Skinner, découragé. Mais au moment de quitter le restaurant, il trouve une excellente idée pour se venger. Il montre à Linguini la cuisine en désordre et lâche. « Nettoyez bien tout du sol au plafond avant de fermer, d'accord ? À demain. » Bien obligé d'obéir à son chef, le pauvre Linguini contemple la vaisselle sale, les comptoirs et le sol qu'il faut nettoyer. On a bien pour 4 heures de travail. Chapitre 7. Après avoir donné à manger à son frère, et lui avoir fait jurer le secret sur l'origine de cette nourriture, Rémi a accepté de l'accompagner dans les égouts pour visiter la nouvelle cachette de son clan.
Rémi! S'exclame Diego en le serrant joyeusement dans ses bras. Mais quand Rémi lui explique que sa vie actuelle lui plaît et qu'il compte bien continuer à cuisiner, Django est furieux. Tu parles comme un humain. Et alors? Ils ne sont pas si mauvais que ça? J'ai eu l'occasion d'observer certains de très près. Crois-moi. Django soupire. Décidément, son fils est incorrigible. Il a beau l'entraîner pour lui montrer non loin l'effrayant magasin d'un dératiseur, Rémi ne change pas d'avis, bien au contraire. Le lendemain matin, Rémi arrive au restaurant plus tôt que d'habitude. Bonne intuition, car la première chose qu'il entend en pénétrant dans la cuisine est un ronflement. Oh, gémit-il en découvrant Linguini roulé en boule sur le sol. Au même moment, le moteur de la moto de Colette met pétarade au bout de la ruelle. Rémi bondit sur Linguini, tente de le réveiller et finit par s'installer sur sa tête, tirant sur ses cheveux pour le mettre debout. Il oblige ensuite à coiffer sa toque, mais comment éviter que Colette remarque que le garçon est profondément endormi? Une paire de lunettes de soleil fera l'affaire. Bonjour, lance Colette avec froideur. Alors, ça s'est bien passé hier avec le patron? De quoi avez-vous parlé? Si Rémi peut donner à Colette l'impression que Linguini est réveillé, il ne peut pas parler à sa place. Agacée par le silence du jeune homme, Colette s'écrie. Je vois. Monsieur ne veut rien dire. Monsieur est épaté du patron, il ne s'occupe plus de moi. Je ne lui suis plus utile, c'est ça? Traversant la cuisine, Colette se plante alors devant Linguini. Lui donne une claque magistrale qui a le mérite de le réveiller pour de bon. Je pensais que tu étais différent, la jeune femme, au bord des larmes. Je voulais vraiment que tu réussisses. Parce que je t'aimais bien, voilà. J'ai fait une grosse erreur apparemment. Colette! S'exclame Linguini, qui ne comprend pas grand-chose. Sans réfléchir, il se relève et court auprès de la jeune femme. Je suis désolée, Colette. En fait, je ne suis pour rien, ni pour les mots, ni pour la cuisine. En tout cas, pas sans ton aide. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai fait cette soupe, ni la sauce. Je peux te le dire à toi, tu comprendras. J'ai un secret, c'est... Avant qu'il n'en dise plus, Rémi a foulé le pouce contre Colette et l'oblige à l'embrasser. Chapitre 8. Ce soir-là, après le service, Linguini fait si peu attention à Rémi que le petit rat tombe de la moto de Colette. Il rejoint tristement la ruelle du restaurant. Te voilà, s'écrie Émile. On tentait... On avait peur de t'avoir raté. Oh non, tu m'avais promis de ne rien dire, grand-mère Rémi. Et apercevant derrière son frère un groupe de rats affamés, contraint et forcé, il va dans la cuisine. Mais il trouve un verrou tout neuf, posé sur la porte de la réserve. Une minute. Il hésite, puis il se dirige vers le bureau de Skinner. Mais au lieu de la clé, il trouvait le testament de Gusto, ainsi qu'un résultat d'analyse ADN et une lettre. Rapidement, il lit le contenu des papiers et découvre la vérité. Linguini est le fils de Gusto. À cet instant, la porte s'ouvre et Skinner pénètre dans la pièce. Instinctivement, le rat renferme ses mâchoires sur les documents avant de traverser à toute allure la cuisine. Et il débouche dans la ruelle devant son frère et ses compagnons, mais ne s'arrête pas. 2 secondes plus tard, les rongeurs voient Skinner débouler à son tour, fou de rage, sauter sur un scooter et disparaître dans un nuage de fumée à la suite de Rémi. Après une longue poursuite, les deux ennemis se retrouvent sur le quai de la Seine. Soudain, Rémi laisse échapper les précieux papiers qui s'envolent et vont se poser sur une péniche.
Rémi, très agile, parvient à récupérer les papiers. Skinner, lui, termine dans l'eau. Lorsqu'il revient, trempé au restaurant, il trouve Linguini assis derrière son bureau, tandis que Colette lui brandit le testament. La lettre est l'épreuve de la paternité, de Gusto sous le nez. Cette fois, Skinner semble avoir perdu la partie. Vert de rage, il s'en va en grommelant. Dès le lendemain, la nouvelle est dans tous les journaux. En fin d'après-midi, Linguini est en train de donner une conférence de presse quand un homme maigre et pâle fait une apparition remarquée. Un ton égaux, souffle le reporter qui s'écarte, impressionné. Désolé d'interrompre ces festivités prématurées, mon cher Linguini, siffle le redoutable critique avec un sourire mauvais. Mais vous avez jusqu'ici joué votre jeu sans réel adversaire. Je reviendrai donc demain soir, priez pour ne pas me décevoir. Linguini est très inquiet, et quand Rémi bondit sur sa tête pour le diriger comme d'habitude, il explose. Il l'attrape et le dépose près des poubelles. On fait une pause cette fois. Je ne suis pas ta marionnette, et tu n'es pas mon maître. Alors calme-toi et concentre-toi pour la venue d'Ego. Resté seul, Rémi cuisine des queens de frustration. Pourquoi se prend donc cet humain qui, sans lui, serait encore chargé des poubelles? L'arrivée d'Émile et d'une bande de rats encore plus nombreux que la veille lui donne l'occasion de laisser éclater sa colère. Vous savez quoi? Cette nuit, buffet à volonté. Allez chercher papa et les autres, qui viennent ici après la fermeture. Caché dans l'ombre, depuis le début de la scène, Skinner, qui a enfin compris que le rat est l'auteur véritable de cette recette, attribuée à Linguini, se frotte les mains. Demain, à l'arrivée d'Ego, il sera là, lui aussi, avec un inspecteur de l'hygiène pour Linguini. Une solide cage pour Rémi, rira bien qui rira le dernier. Chapitre 9. Quelques heures plus tard, les rats envahissent la réserve. Mais Rémi n'a pas prévu que Linguini, pris de remords, reviendrait au restaurant pour lui demander pardon. À peine arrivé, le jeune homme s'aperçoit de la présence des rats. Il comprend tout, et les paroles d'excuse s'étranglent aussitôt dans sa gorge. Tu m'as trahi, Rémi, s'exclame-t-il. Je ne veux plus te voir. Ne revenez plus jamais, sinon je vous traiterai comme n'importe quel restaurant traite les rats. Horriblement déçu, il s'éloigne, laissant Rémi face à sa conscience. Et les rongeurs, très surpris de n'avoir pas été pourchassés et tués jusqu'au dernier. Désespéré, le rat se rend dès le lendemain soir dans la ruelle, afin d'observer son ami par la fenêtre. Mais c'est une erreur d'être venu. Skinner le guettait et réussit à le capturer. Il l'abandonne dans le coffre de sa voiture, puis se déguise à l'aide d'une fausse moustache et d'une paire de lunettes. Il entre dans le restaurant à la suite d'un Toego. Dans le noir de sa prison, Rémi soupire misérablement. Soudain, un coup sourd résonne contre la carrosserie du véhicule. Après la chute d'une énorme gargouille précipitée du toit du restaurant sur la voiture, la lumière entre soudain. Jusqu'à Rémi, alerté par Émile, les rats ont réussi à le libérer. Merci, papa. Je vous aime tous, dit Rémi en fonçant vers le restaurant. Rémi pousse la porte et se plante à l'entrée de la cuisine. Il était temps. Linguini, découragé, a disparu dans son bureau. Les chefs sont paniqués. Dans la salle, installé à sa table, Ego attend qu'on daigne lui servir sa commande spéciale. L'arrivée de Rémi a au moins le mérite de regrouper les cuisiniers. Armés de leurs ustensiles, ils se préparent à lui bondir dessus.
quand Linguini se plante devant eux et leur révèle enfin la vérité. Écoutez, je sais que vous allez avoir du mal à me croire, mais ce petit rat est le véritable chef de ce restaurant. C'est lui qui a fait la soupe. C'est lui qui a préparé la fameuse sauce de l'autre jour. Sans lui, je ne saurais rien. C'est grâce à lui si Anto Ego est là ce soir. Ce sera grâce à lui si nous devenons demain le meilleur restaurant de Paris. Alors, vous êtes avec nous? Extrêmement vexés et incapables d'accepter d'obéir à un rat, les chefs quittent la salle sans un mot. Et la dernière à rendre son tablier est Colette. Pour Linguini, tout est perdu, tandis qu'Anton Ego regarde sa montre d'un air vainqueur. Le pauvre garçon n'a plus qu'à retourner s'enfermer dans son bureau. Resté seul, Rémi aperçoit alors son père de la porte. J'avais tort, Rémi, dit Django, en s'avançant sur eux. Et sur toi, tu es très courageux et je suis fier de toi. Dis-nous ce qu'on peut faire pour t'aider. Un par un, les rats se glissent dans la cuisine et attendent les ordres. La première chose serait d'essayer d'arrêter l'inspecteur de l'hygiène qui vient de passer la tête dans la cuisine, soupira Rémi. Et la seconde de vous lever tous soigneusement les pattes. Chapitre 10. Groupe 3. Sur le poisson. Groupe 4. À la rôtissoie. Groupe 5. Au grill. Et le 6 aux sauces. Tout le monde à son poste. Allez. Les rats se dispersent et se mettent au travail. En attendant l'activité qui règne tout à coup dans la cuisine, Linguini sort du bureau, une lueur d'espoir dans les yeux. Il faut un serveur en salle, dit-il. À Rémi, je m'en occupe. L'instant d'après, il virevolte dans le restaurant, distribuant pain, poisson et sourire aux clients. Désolé pour cette attente, nous sommes un peu débordés ce soir, dit-il à Skinner sans le reconnaître. Derrière les comptoirs, c'est un véritable ballet que Rémi dirige comme un grand chef. Partout à la fois, il vérifie, coûte, et les rats suivent ses ordres comme s'ils avaient fait la cuisine toute leur vie. C'est ce que constate Colette, qui est revenue pour consoler Linguini. Après un court moment de surprise, elle se décide à participer. Qu'allons-nous préparer à Ego? Demanda-t-elle à Rémi. Le rat lui désigne une recette dans le livre de Gusto. C'est un plat très simple. Vous êtes sûr de vouloir le servir à un homme aussi snob? Oui, fait Rémi de la tête. Sans plus attendre, et suivant les conseils du rat, la jeune femme se met au travail. Rémi apporte la dernière touche au plat, et bientôt Linguini sert Ego Skinner. Une ratatouille? s'étonne l'ancien chef. C'est une plaisanterie? Ego avale une première cuillerée. Immédiatement, le serveur du plat le replonge dans ses souvenirs d'enfance. Et il remonte le temps jusqu'à ce jour précis où sa mère, pour le consoler d'un gros chagrin, lui avait préparé une délicieuse ratatouille. Je vais rencontrer l'auteur de cette merveille, s'écrie-t-il après avoir soigneusement nettoyé son assiette. Quand tous les autres clients sont partis, Linguini et Colette présentent Rémi à Ego. Éberlué, il écoute leur explication. À la fin, il se lève et murmure simplement « Merci pour ce dîner ». Puis il sort et disparaît dans la nuit. Le lendemain, Ego fait paraître à la une de son journal un article très enthousiaste. Le premier depuis de longues années. La joie de Rémi, de Linguini, de Colette et des rats explose enfin. Cette fois, ils ont gagné. Pourtant, la victoire est de courte durée, car on ne plaisante pas avec un inspecteur de l'hygiène. Très vite, le restaurant de Gusto est fermé. Quant à Ego, cette dernière critique, la meilleure et la plus sincère de sa vie, lui a coûté sa place. Mais pas d'inquiétude. C'est un jour
Vous passez par un vieux quartier de Paris. Vous remarquerez peut-être l'enseigne lumineuse d'un bistrot chaleureux. Toujours assis à la même table, vous verrez un monsieur Guilleret se régaler tous les soirs d'un plat qu'il aime particulièrement. Et vous reconnaîtrez peut-être un Ego. Vous noterez aussi la longue file d'attente des clients devant la porte. Dès que vous entrerez, vous serez accueilli par Lingouni, toujours de bonne humeur. Et si on vous permet de visiter la cuisine, vous vous étonnerez sûrement de voir, aux côtés de Colette, un petit rat tout heureux qui, coiffé d'une toque blanche, s'affaire au fourreau, inventant des plats extraordinaires, sous les yeux attendris de son père, de son frère, et d'une compagnie de rats bien élevés. Vous ne croyez pas? Vous avez tort, car ce bistrot existe bel et bien. Il s'appelle la Ratatouille. Fin du livre.